Bonjour à tous et bienvenue parmi nous pour ce webinaire du jeudi 9 avril. Donc, je suis en compagnie de Romane. Donc, nous sommes tous en télétravail. Bonjour Romane. Donc, nous espérons que les connexions seront suffisamment de bonne qualité pour que vous nous entendiez correctement. Voilà. Donc, je vous demande un petit peu d'indulgence sur le sujet. Vous verrez que juste en bas à droite, vous avez une fenêtre de chat qui vous permettra de poser vos questions auxquelles nous répondrons à la fin du webinaire, bien évidemment. Notre objectif ce matin, durant 1 heure, plus précisément 40 minutes, c'est de balayer certains éléments, notamment sur comment préparer son marketing pour une reprise, on va l'appeler comme ça, hein, parce qu'on est un peu plus tous, on va dire, en période calme, malheureusement. Bien séquencer ces différentes actions pour être le plus efficace possible quand on doit soit lancer une activité, soit reprendre son activité de manière normale. Donc, on va travailler sur 3 éléments principaux. Donc, la partie segmentation marketing, qui pour moi est quelque chose de prépondérant, c'est discutable, mais en tous les cas, pour moi, c'est la base. Ensuite, on a la conception du plan d'action commercial, donc le fil conducteur qui nous amène à notre fin, en quelque sorte. Et puis, le troisième point, on vous a pris un cas concret de fonctionnement qui est mis en place, qui est fonctionnel, qui est déjà actif auprès de certains clients. Donc, l'idée, c'est de vous présenter ces éléments-là durant 30 à 40 minutes, et puis après, de répondre à vos questions. Bien évidemment, après, si vous avez des besoins particuliers pour vous-même en matière de questions, si vous souhaitez travailler, on peut vous y aider, tout simplement. Voilà. Ce webinaire sera aussi repris le 16 avril dans le cadre du dispositif Winum avec la CPME Pays de Loire et la région. Voilà. Eh bien, nous allons commencer sans plus attendre et nous allons commencer par la partie marketing, donc la partie segmentation. En préambule, je dirais qu'avant de se lancer dans de la prospection, surtout que c'est pas la bonne période pour le moment, sauf certains secteurs d'activité, Jacques, le préambule, c'est déjà de bien travailler son marketing. Alors, pas forcément revoir son mix marketing en totalité. On peut le faire, pourquoi pas. Mais c'est surtout de bien travailler sur sa segmentation. Donc, je vais plutôt vous parler de ça et de me concentrer sur la segmentation du marketing. Hein. On va pas voir la partie produit et autres, c'est pas l'objet. Voilà. Donc, première phase, avant de parler de plan d'action, c'est comment est-ce que je peux segmenter mon pack, en fait, hein, mon plan d'action commercial, comment est-ce que je peux préparer une base de contact pour délivrer les bons messages. Alors, on fait simplement vous allez voir, c'est un système d'entonnoir, en fait. Hein. Pour moi, il y a 2 premiers canaux principaux qui permettent de travailler sereinement. Vous avez d'un côté les clients, d'un côté les prospects. Donc, on peut être à la fois dans une politique de fidélisation, comme vous pouvez le voir, dans une politique de reconquête si vous avez des clients inactifs. Là, vous voyez, on ne parle que des clients. Donc, d'un côté, on peut avoir des clients actifs, inactifs. À vous de déterminer quand est-ce qu'un client est inactif chez vous. Est-ce que ça fait parce que ça fait 1 an qu'il n'a pas passé de commande ou 6 mois, que sais-je. Tout dépend de votre cycle de vente. Le cycle de vente a un impact sur forcément votre segmentation marketing. Donc, vous avez ce premier écran qui est la partie client, voilà, tous mes clients, et de l'autre côté, les prospects. Alors, les prospects, on va y revenir un petit peu après, pour pas se mélanger. Sur vos clients, donc on a dit client actif, client inactif. Ensuite, vous pouvez travailler sur la partie client actif, vraiment ceux avec lesquels vous travaillez régulièrement, sur lesquels vous avez une bonne maîtrise de leur fonctionnement, de leur politique d'achat, des décideurs, des prescripteurs, on va dire voilà, les clients avec qui vous avez une forte proximité. En général, on s'aperçoit que chez nos clients,
on va les suivre parce qu'il y a une rotation qui se fait normalement d'affaires, il y a des demandes qui se font, mais bien souvent, on va avoir des clients qui vont être naturellement multiproduits, c'est-à-dire qui vont utiliser l'ensemble des solutions que vous proposez assez nativement, parce qu'il y a eu des demandes, il y a eu des explications, un commercial a fait son travail jusqu'au bout, et globalement, il utilise l'ensemble du spectre de ce que vous pouvez proposer. Mais vous avez aussi des clients qui sont chez vous monoproduits, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent qu'un seul produit chez vous, qu'une seule solution. Alors produit, service, on va dire qu'une seule solution, ça sera plus simple pour tout le monde. L'idée, ça va être dans un premier temps de distinguer les deux. Voilà. Quels sont les clients qui sont multiproduits? Quels sont les clients qui sont monoproduits? Vous voyez, l'arborescence continue à s'élaborer gentiment. Si on parle des multiproduits aujourd'hui, il y a un exercice qui est assez simple à faire. Les multiproduits, ils utilisent tout. D'accord. Donc, ils ont tout fait chez vous, c'est parfait. Vous avez bien fait votre travail, votre commercial est super. Et si c'est vous le commercial, c'est encore mieux. Les multiproduits aujourd'hui, vous pouvez les travailler en se disant, aujourd'hui, j'en ai je vais donner un exemple, sur un territoire, on va parler par exemple des industries agroalimentaires, vous en avez en totalité 60, on va dire 70 sur le territoire, dans l'Atlantique par exemple. Aujourd'hui, combien est-ce que vous en avez chez vous? Est-ce que vous en avez 40? Donc, par rapport aux 70, il vous en reste 30 à traiter. Donc ça, tout de suite, ce volume-là, vous allez le passer dans la colonne prospect. Vous voyez? Donc, vous avez un exercice simple à faire, c'est j'ai déjà des clients, je sais chez qui ça fonctionne, je sais ce que j'ai vendu, et j'ai déjà un argumentaire qui est prêt. Donc, quelque part, l'exercice le plus simple pour moi, ça va être d'aller chercher ces nouveaux prospects, puisque je sais que je suis déjà capable de leur proposer des solutions qui vont les aider dans leur quotidien, qui vont répondre à des enjeux, qui vont répondre à des objectifs. Voilà. Donc ça, c'est dans la mesure du possible ce qui est le plus facile à réaliser, entre guillemets, bien évidemment. Ça ne prend pas en compte le cycle de décision général, parce qu'on a des cycles de décision qui sont de 2 mois à 1 mois et d'autres d'une année. Ça, je le sais pas, c'est à vous de le juger. Donc voilà comment on peut déjà traiter la partie multiproduit. C'est calculer l'écart que vous avez entre ce que vous avez dans votre base à l'heure actuelle et ce que vous n'avez pas. Il va falloir aller les chercher, tout simplement. Ensuite, on va revenir sur nos monoproduits. Donc la deuxième partie des clients inactifs, des clients actifs, pardon. Donc à l'intérieur, on va s'apercevoir que certaines activités correspondent en toute logique à des clients qui devraient être multiproduits parce que vous avez déjà ces cas existants en multiproduits. Donc ces monoproduits, il va falloir aller leur apporter, prêcher la bonne parole quelque part, leur apporter les nouvelles solutions que vous avez mises en œuvre et pour lesquelles vous savez déjà que ça fonctionne, puisqu'il y en a déjà, vous avez déjà les mêmes qui existent en multiproduits. Donc vraiment ce travail de se dire, j'ai du monoproduit, est-ce que je peux les basculer en multiproduits parce que j'ai déjà une expérience positive sur le sujet? Et est-ce que dans mes monoproduits, on peut faire évoluer les autres? Alors, on peut ou pas. Ça dépend des enjeux et des objectifs que vont avoir vos clients, en tous les cas. Donc ça, il va falloir faire en fait une matrice en se disant, d'un côté, j'ai mes activités, j'ai mes enjeux, et au milieu, vous allez positionner une capacité d'évolution. Alors, c'est pas forcément très visuel. Ça, pour ceux qui veulent des détails, vous pouvez m'appeler par la suite, on pourra le faire ensemble, pourquoi pas, avec grand plaisir. Donc, il va falloir être capable de dire si on peut faire évoluer ces clients-là. Donc ça, c'est votre principal objectif. Pour savoir si vous pouvez les faire évoluer, vous avez une question à vous poser, c'est de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, les solutions qu'on propose dans notre société vont aider ces clients-là dans l'atteinte de leurs objectifs, de leurs enjeux quotidiens? Si c'est oui, allons-y. À ce moment-là, il va falloir prévoir une action commerciale bien spécifique. Je ne vais pas la détailler pour le moment, c'est plutôt pour le plan d'action commerciale. Donc le travail, il est là. Donc sur les multiproduits en synthèse, on va chercher l'écart entre ce que vous avez et le marché existant. Sur les monoproduits, on va aller voir tout de suite ceux qui sont associables immédiatement à du multiproduit parce que déjà fait.
Donc, quelque part, on va les faire basculer assez rapidement. Et ceux qui sont en monoproduit sur lesquels vous n'avez pas forcément une expérience totale, bah, il va falloir travailler sur leurs enjeux, leurs objectifs et se dire est-ce que globalement on peut les accompagner ou pas sur leurs objectifs quotidiens. C'est vraiment ça. Hein. De toute façon, c'est pas autre chose. Donc là, c'est important de travailler en ce sens-là. À chaque fois que vous allez les classer dans une colonne, quelque sorte, l'idée, ça va être de distinguer des volumes entre ce que vous avez dans votre base et ce que vous n'avez pas quand vous comparez à l'ensemble du marché existant. Alors je sais que c'est pas toujours très simple, mais vous pouvez faire des comptages éventuellement en passant par le site de la CCI pour voir ce qui existe en code NAF éventuellement, si on peut faire un tri en code NAF. Mais le code NAF est pas toujours un bon critère de répartition, hein, parce que on s'aperçoit que le NAF d'un jour est pas le NAF de l'activité de demain, quoi, forcément. Donc faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais en fait on fait avec les outils qu'on a au quotidien. Donc après, vous allez pouvoir monter votre action commerciale, mais ça, je vais y revenir ensuite. Donc, vous allez définir des volumes. Donc, vous gardez ces volumes-là, parce que ces volumes vont vous donner quelque part le rythme nécessaire et les ressources nécessaires pour aller chercher pour aller faire des ventes additionnelles sur vos clients et les fidéliser, puisqu'on parle bien de ces enjeux-là. Fidéliser les clients et faire des ventes additionnelles. Ça, c'est ce qui va être le plus facile à faire, en tous les cas, sur des périodes complexes. Parce qu'aller chercher des nouveaux clients en temps général, c'est déjà pas toujours très simple. Mais là, quand on va ressortir un peu de notre confinement, comme on l'appelle, hein, on va appeler un chat, chacun aura à cœur de se travailler sur les projets qui ont pris du retard. Donc l'écoute sur la prospection pure sera peut-être pas forcément à 100%. Tout dépend des enjeux, bien évidemment, derrière. Ça va de soi. Alors, je vous ai parlé des clients. Je vais vous parler des prospects. Les prospects, je vous ai dit tout à l'heure, on peut aller les chercher parce que ça correspond à des clients monoproduits ou multiproduits que vous n'avez pas en base. Donc ça reste assez simple. C'est le premier échelon à faire. Donc moi, je vous invite à travailler sur ces volumes-là dès le début. C'est la première des choses à faire et c'est ce qui est le plus facile à réaliser. Donc travailler vraiment sur les écarts entre ce que vous avez dans votre base et la partie existante sur vos différents marchés. Pour les prospects, vous avez un exercice important à faire pour la répartition. Partons du principe qu'on a accepté de travailler avec une répartition à base de code NAF et de chiffre d'affaires, de nombre de salariés, etc., etc. Bon, c'est une première répartition qui vaut ce qu'elle vaut. Pour moi, c'est pas toujours l'idéal, mais il faut commencer par ça. L'autre idée, ça va être de mettre en face sur une colonne correspondante les enjeux, les objectifs de ces clients-là par rapport à vos solutions. Pourquoi est-ce qu'ils feraient appel à vous? En quoi vous allez les aider dans l'atteinte de leurs objectifs? C'est du quotidien. Si vous m'aidez moi par vos solutions, alors je ne sais pas précisément ce que vous faites, mais si vous m'aidez moi dans l'atteinte de mes objectifs personnels, par exemple en formation commerciale, en formation managériale, pourquoi pas, forcément je vais vous écouter. J'aurai une écoute active parce que vous allez contribuer à l'atteinte de mes objectifs. Donc c'est pour ça que en face de ces activités-là, positionnez bien en quoi vous allez pouvoir contribuer à l'atteinte de leurs objectifs. Vous allez voir, ça a un intérêt juste après sur la partie plan d'action commerciale. Ensuite, vous allez déterminer des volumes. Alors, pas n'importe comment. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment en gros, le top 10 ou le top 50, le top 30, comme vous voulez. Enfin, j'ai pas d'arbitrage sur le sujet à faire. Ça dépend de votre capacité de production commerciale, tout simplement. Donc, ces volumes-là, en fait, ça va définir l'ordre de travail de chacune des activités que vous allez devoir prospecter. Et de se dire, voilà, là, on sait qu'on va pouvoir répondre plus facilement à leurs enjeux, à leurs objectifs. Donc, on sait que le volume, il va être de temps. Donc, ça passe en priorité 1. Voilà. Donc, parce que la priorité, c'est de définir quand est-ce que je vais le travailler et pendant combien de temps. L'importance, elle est assez capitale parce que si on se priorise, c'est une la palissade ce que je vais dire, mais si on se priorise sur une cible d'activité qui a un cycle de décision très très long,
bah, vos résultats, vous les aurez dans assez longtemps, en finalité. Donc, il faut avoir une juste répartition dans votre prospection entre du cycle long, du cycle moyen et du cycle court. Si vous pouvez, bien entendu, le faire dans vos activités. Hein, ça va de soi forcément. Donc ce travail-là, il est à réaliser effectivement en mode entonnoir, de sorte qu'en bas du tableau, vous ayez des cibles avec des enjeux sur lesquels vous allez pouvoir répondre, des volumes à travailler et une priorisation de ces volumes-là auprès de votre force de vente. Ça, c'est la base. Voilà. Tout ça, après, on va pas le mettre dans un shaker, surtout pas. On va l'ordonnancer dans un plan d'action commercial qui va permettre à votre force de vente de travailler. Donc voilà ce que je vous invite à faire sur cette première partie de segmentation. Alors après, on peut aller, bien évidemment, on peut aller assez loin dans la segmentation. Et je vais rajouter un point complémentaire puisque on détermine les volumes qui sont dans votre base avec le niveau de qualification et les volumes à atteindre par niveau de qualité. Ensuite, dans une base marketing, ce qui va vous permettre de travailler correctement, et nous on le voit tous les jours, c'est le niveau de qualification de votre base de données. Il va être extrêmement difficile pour moi, commercial, de discuter avec quelqu'un si je ne le connais pas. Hein, ça va de soi, mais ça, on le voit quand même très régulièrement. Donc l'idée, ça va être de travailler votre base avec un niveau de qualification 1, 2, 3. Alors, je vous ai mis les exemples sur le troisième, vous voyez le petit curseur en bas, là, niveau de qualification. Nous, on travaille comme ça. On a dans un premier temps les prospects non qualifiés, c'est-à-dire qu'il va nous manquer de l'information sur la fonction, sur l'activité de la société, vraiment détaillé, hein, c'est pas le code NAF, hein, c'est vraiment ce qu'ils font en finalité avec les produits, les solutions qui sont proposées. Donc ça, ce sont les prospects non qualifiés. Prospect marketing qualifié, c'est-à-dire que j'ai toutes les informations, j'ai la société, son activité détaillée, je vais avoir aussi les différentes fonctions qui m'intéressent, alors le décideur, mais aussi les prescripteurs. Ça, c'est les utilisateurs, pourquoi pas aussi, hein, ça va de soi. Là, vous avez du prospect marketing qualifié. Et ensuite, vous avez du prospect commercial. Donc le prospect commercial, c'est le même que le PMQ, le prospect marketing qualifié, mais avec derrière des premiers éléments de projet identifiés, c'est-à-dire que ou un intérêt fort détecté. Hein, on ne parle pas d'un leads encore. Hein. Donc là, on est sur j'ai détecté un intérêt, il y a eu une discussion. Globalement, cette personne est intéressée par exemple, ma machine d'extraction d'air, par exemple, pourquoi pas, pour l'industrie. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Mais on sait qu'il y a un intérêt derrière. La partie prospects commerciaux, c'est par rapport à un intérêt interne de votre prospect. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être lié aussi à l'environnement. C'est-à-dire que le juridique, par exemple, ou l'économique peut avoir un impact sur le fait que un prospect marketing demain deviendra un prospect commercial parce que la juridiction a défini qu'une société allait devoir se doter de systèmes d'extraction et de dépollution d'air, par exemple, pour l'industrie, et qu'ils ont un an pour le faire. Donc forcément, ce projet-là, ils vont être obligés de le mettre en place chez eux. Donc ça devient un prospect commercial. Donc ça devient prioritaire. Et la force de vente doit se concentrer sur le sujet. Donc le jeu avec la segmentation marketing, pardon, j'espère ne pas aller trop vite, c'est de faire évoluer un prospect non qualifié vers un prospect marketing, vers un prospect commercial. Ensuite, une fois qu'on a daté et qu'on a pris un rendez-vous, ça devient un leads commercial. Je l'ai pas mis là parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Ça rentre directement dans la partie CRM et dans le suivi commercial. Donc là, c'est du traitement commercial en tant que tel. Voilà. Donc l'idée dans la qualification de la base de données et la segmentation, c'est à la fois de segmenter et de conserver réellement un niveau de qualification de cette base. Donc ça veut dire que dans la prospection, vous allez devoir passer du temps à qualifier, à sourcer les données. Et ça, souvent, c'est pas fait. Parce qu'on n'aime pas, on n'a pas le temps, bref, on trouve toutes les bonnes excuses du monde pour pas le faire. Or, c'est votre business de demain, en quelque sorte.
Donc là, aujourd'hui, vous pouvez utiliser par exemple LinkedIn pour travailler sur le sujet, pourquoi pas, c'est tout à fait intéressant, ça vous permet de qualifier les données de manière simple et précise. Et on reviendra sur le sujet de LinkedIn tout à l'heure, vous verrez. Donc voilà pour la partie segmentation. Ensuite, je vous mettais, j'ai inversé un slide, excusez-moi, sur la partie environnement qui vous sert à la qualification et notamment à la maîtrise de la transformation en prospect commercial et en lead. Vous pouvez utiliser cette petite matrice qui est connue de Porter là, qui vous permet de définir les priorités. Est-ce qu'il y a une intensité concurrentielle forte? Oui, non. Les menaces entrantes potentielles. Est-ce qu'il y a des produits de substitution aussi? Est-ce que votre client il a un pouvoir de négociation, une empreinte forte me concernant? Est-ce que je dois mettre en place des conditions tarifaires particulières avec les fournisseurs ou pas? Et le pouvoir juridique, donc le pouvoir public, est-ce qu'il y a des lois qui sont passées, des décrets qui vont imposer tel ou tel type d'équipement, de solutions? Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous devez travailler dans votre segmentation. Tout est lié systématiquement. Voilà. Alors, je reviens sur la partie le plan d'action commercial. Alors, je ne vais pas forcément détailler tout ce qui est un plan d'action commercial. Je pense que tout le monde en a déjà fait. Et puis, je reste disponible pour les questions complémentaires derrière. L'idée du plan d'action commercial, l'idée que je veux faire placer derrière, c'est de définir les priorités de travail. C'est qu'au vu de la segmentation qu'on a fait, on sait qu'on doit travailler sur nos clients, sur nos prospects. Reste à définir quand, à quel moment on doit le faire, pour les deux cas, pour les clients, pour les prospects, ce qu'on doit leur proposer, ce que vous avez fait l'exercice, ce que vous devez leur proposer, ce que vous pouvez les faire évoluer. Pour les prospects, est-ce que vous pouvez proposer des solutions qui répondent à leurs enjeux? Derrière, vous avez déterminé pour chacun de ces segments des volumes. Donc, les volumes, c'est quoi? C'est l'objectif à atteindre, ni plus ni moins. Et sur quelle durée? Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir mettre des outils de contrôle derrière. Donc, dans certains CRM, ça peut être fait. Vous pouvez les intégrer directement. Ça vous calcule les tableaux. Ça vous permet de faire du pilotage. Parce que le point le plus important, quelque part, du plan d'action commercial, outre le fait qu'il faut allouer les bonnes ressources. Alors, les bonnes ressources, c'est pas forcément que le commercial, la ressource humaine, qui est prépondérante, je vous l'accorde, mais c'est aussi les moyens qu'on va mettre derrière. Parce que vous pouvez avoir une magnifique voiture, s'il n'y a pas d'essence, ça va être compliqué de la faire avancer. Donc ça veut dire qu'il faut des moyens de communication adéquats, il faut des argumentaires commerciaux. Là, j'ouvre une parenthèse, ça veut dire que pour chaque segment que vous avez identifié, donc un segment commercial, pour rappel, je me répète, mais chaque segment commercial, c'est-à-dire qu'il va regrouper des enjeux, des objectifs qui sont communs. C'est-à-dire, je vais faire des groupes de clients et de prospects qui vont répondre aux mêmes, qui attendent quelque part qui attendent les mêmes solutions de votre part. Une fois que vous avez fait ça, ça permet de créer des groupes et de faciliter votre communication. Vous l'aurez compris, bien évidemment. Donc, ça vous permet de déterminer les volumes derrière. Et ça va vous permettre de déterminer des moyens de contrôle un petit peu après pour savoir si les moyens que vous avez mis en place sur la communication sont suffisants. Ça vous permet de travailler des argumentaires, comme je le disais, je finis cette explication-là, des argumentaires dédiés à chaque segment marketing. Donc, chaque segment est égal à un argumentaire. Faut pas tomber dans le généraliste. Le généraliste, ça permet pas d'aller au bout des choses. Donc, prenez le temps et faites l'exercice sur les facteurs clés qui vont faire que on va vous choisir vous. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons qu'on veuille acheter un truc basique, un vélo. Voilà, on ne va pas s'en servir tout de suite, mais on va acheter un vélo. Demain, en fait, il me faut un moyen de locomotion. J'ai déterminé qu'il me fallait un vélo et j'ai 3 magasins en face de moi. Comment est-ce que je vais déterminer avec quel magasin je vais travailler? Donc ça, c'est parce que la personne en face m'aura expliqué qu'il est capable de m'accompagner dans la préparation et la mise en place de bonnes mesures en fonction de ma physiologie sur le vélo, en fonction de mes objectifs personnels aussi, donc le choix du vélo, de m'accompagner dans la maintenance du vélo dans le temps, et puis éventuellement à terme de me proposer une offre de reprise pour changer de vélo. Voilà. Donc c'est tous ces critères-là qui vont faire que globalement mon choix va se porter
vers la personne qui me l'aura expliqué le mieux, qui fait montre de plus d'empathie vis-à-vis de moi et d'explication. Donc tout ça, ça veut dire que si vous n'avez pas préparé d'argumentaire, ça va être compliqué pour vous de quelque part conforter quelqu'un dans sa décision. Donc là, il va falloir parler de confortation. Donc l'argumentaire, il va vous aider à faire ça. Mais on va y revenir par la suite. Je veux pas aller plus vite que la musique. Donc on revient sur notre plan d'action commercial. Donc le plan d'action commercial, on a vu. Donc ce sont des cibles avec des volumes qui vont définir des objectifs, avec derrière des personnes qui vont être responsables de ces objectifs-là. Donc, il faut forcément des gens qui sont des porteurs de ça, de ça, avec des moyens. Donc, des moyens, c'est leur donner suffisamment d'outils de prospection, une bonne base de données bien qualifiée ou préqualifiée. D'ailleurs, vous pouvez vous poser la question de la fonction du commercial. Est-ce qu'il est mieux pour lui de préparer de la base de données ou de faire son métier qui est de la négociation? C'est un vaste débat. Moi, j'ai mon avis sur le sujet. Voilà, moi je pense que le commercial, si on lui donne tous les outils pour travailler et que c'est un bon négociateur, il va faire correctement son travail. Et si vous le mettez à qualifier de la base de données, ça va faire cher de la qualification en tous les cas. Tout dépend de son plan de REM, mais faites attention à ça, parce que des fois on pense économiser du temps et de l'argent en se disant le commercial il va qualifier sa base de données. En finalité, c'est tout le temps qu'il n'aura pas passé à négocier avec quelqu'un ou à affiner son dossier d'argumentation ou en soutenance, par exemple. Donc faites attention à cette partie-là. Donc ce plan d'action-là, derrière, vous allez mettre des points de contrôle mensuels sur mes clients actifs qui étaient monoproduits aujourd'hui. J'en ai combien qui sont passés en phase de négociation pour basculer en multiproduits. On en a 20% qui ont basculé, ça c'est intéressant. Donc on voit qu'il y a une amélioration. Si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, pourquoi? Ça sert à ça le contrôle. Ça, vous savez aussi bien que moi, je ne fais que répéter des choses connues. Mais en tous les cas, ça permet de le positionner. C'est pareil pour les prospects. Globalement, est-ce qu'un segment avance plus vite que l'autre? Ou alors, dedans, si ça avance pas, est-ce que j'aurais omis des éléments d'argumentation à l'intérieur? Ça permet de retravailler en équipe. Ça permet aux équipes commerciales de partager leur expérience aussi entre eux. Ça, c'est extrêmement important pour améliorer le plan d'action. Voilà. Donc, voilà, travailler vraiment sur ces éléments-là. Quand on fait un plan d'action pour nos clients, parce que des fois, on est obligé de les accompagner aussi sur cette partie-là, avec grand plaisir, mais voilà, il faut le faire. Ça nous permet de définir derrière aussi les ressources en communication et les outils de pilotage, de prospection pour la force de vente. Donc, ça, c'est vraiment prépondérant parce que ça vous donne la vitesse à laquelle vous allez pouvoir prospecter et à laquelle vous allez pouvoir faire des propositions commerciales et la vitesse à laquelle vous allez pouvoir les transformer. Donc, ça vous donne toute la chaîne de valeur du début qui est le point zéro, c'est-à-dire que je connais pas quelqu'un ou c'est un client monoproduit jusqu'à la signature. Et donc derrière, vous pouvez poser des chiffres pour me dire, voilà, si je veux tant de nouveaux clients, voilà le travail que j'ai à faire en amont. C'est extrêmement facilement quantifiable, ça, du coup. Donc nous, on sait le faire en tous les cas, point par point. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc en synthèse, avant de passer sur un cas concret, premier élément, la segmentation avec d'un côté les clients, d'un côté les prospects. Définissez votre capacité à répondre à leurs enjeux, d'un côté comme de l'autre. Ça vous donnera vos premières priorités. Ensuite, vous allez déterminer quels sont les prospects qui vous manquent par rapport à ce que vous avez déjà dans votre base. Donc, ça va vous donner le rythme pour aller chercher ces prospects manquants. Voilà. Après, vous pouvez aller chercher des nouveaux marchés. Mais ça, c'est pour plus tard parce que produits existants, nouveaux marchés, c'est faisable, mais ça prend plus de temps. Ce qui prend encore plus de temps, c'est nouveaux produits sur nouveaux marchés. Ça, c'est plus risqué. Voilà. Et je pense pas que ça soit le moment de le faire. Voilà, ça n'engage que moi, mais chacun fait comme il veut dans sa boutique. Voilà pour ces deux premiers éléments que je voulais partager avec vous en tous les cas et sur lesquels nous on met l'accent pour sortir rapidement de cette période quand on va pouvoir en sortir. Il y en a déjà qui ont une continuité d'activité, mais n'hésitez pas à le faire. Là, ce que je me propose maintenant, c'est de vous donner un cas concret
de mise en œuvre d'un plan d'action commercial chez des clients industriels. On a pris un exemple, donc c'est un client industriel, où vous allez pouvoir découvrir comment se passe réellement une action commerciale qui a pour vocation de créer du contact commercial qualifié. Vous voyez, il y a 6 étapes, c'est un cercle, parce qu'en fait, c'est toujours en continu. Donc, si on respecte ça, globalement, on est plutôt bien aligné pour faire le travail. Ça veut dire que dans un premier temps, on reprend notre fameuse segmentation avec l'analyse marketing et commerciale. La qualification de la base de données, je vous l'avais dit tout à l'heure, donc c'est pas une surprise. Ensuite, nouvelle brique, la construction ou la modification de votre site Internet, parce que le site Internet doit être quelque part aligné à ces 2 premiers éléments. Si la réponse que vous faites sur votre site Internet ne correspond pas au plan d'action commerciale, il y a un problème d'ajustement. Ça, forcément, derrière, ça va être complexe. Ensuite, une fois que cette partie droite, elle est faite, elle est bien coordonnée et ordonnée, vous allez pouvoir travailler sur la partie de gauche, à savoir la prospection digitale, l'animation des réseaux sociaux et le télémarketing. Donc, il va s'agir à un moment donné d'aller chercher tout simplement les différents prospects et de leur proposer, eh bien, en fait, vous allez leur proposer une discussion. Vous allez leur proposer une ouverture, un échange avec eux, tout simplement sur la possibilité de rentrer en contact pour répondre à leurs enjeux. Si on a bien fait le travail avant, normalement, on ne doit pas avoir de surprise. Donc, l'étape numéro 1, ça va être, alors je reviens pas dessus, c'est l'analyse marketing. Ça, on a vu, on l'a fait. Par contre, ce qui est important là, et ce que je vais rajouter, c'est la partie qui est juste en bas. C'est la partie en fait qui est ici la partie là, c'est la partie stratégie éditoriale et notamment l'intégration technique, on n'en parle pas, mais la partie stratégie éditoriale, c'est que pour chaque segment, il va falloir définir des contenus, des argumentaires que vous allez pouvoir leur envoyer, alors soit de manière directe par le commercial, d'un point de vue oral, donc en face à face, ou alors d'un point de vue éditorial sur votre site internet ou sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Surtout en ce moment, c'est un vecteur qui est globalement très intéressant. Vous pouvez faire des webinaires aussi, comme on est en train de faire actuellement. C'est toujours intéressant pour partager de l'information. Donc, la stratégie éditoriale, elle a pour vocation de définir qu'est-ce qu'on va dire, sous quelle forme on va le dire, à qui on va le dire et quand. Donc, on va planifier. C'est pas la peine de vouloir se dire, tiens, je vais écrire un super article sur le management de transition si ça correspond pas à des enjeux de vos segments. C'est peut-être très bien écrit, j'ai aucun problème là-dessus, mais ça correspond pas à une attente. Donc, c'est hors jeu. Voilà, c'est tout. Donc, l'idée, c'est vraiment de concentrer votre énergie sur ce qui va vous rapporter quelque chose et pas avoir de déperdition à côté. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette partie-là, stratégie éditoriale. Alors, ça prend du temps. Soit vous avez quelqu'un au service communication qui peut le faire, ou alors un collaborateur qui est plutôt doué en rédactionnel, pourquoi pas. Donc, ça peut être une motivation transversale en interne dans votre société. Ou alors, ça, vous l'externalisez éventuellement. Ça peut être faisable, mais c'est pas faisable du jour au lendemain parce qu'il faut rentrer dans votre secteur d'activité et avoir une bonne compréhension de votre métier, de vos enjeux. Ensuite, derrière, l'autre partie, c'est vraiment rentrer dans une politique d'inbound marketing. Ça veut dire que une fois qu'on a fait notre stratégie éditoriale, on va nourrir les prospects tant qu'ils sont pas mûrs. Rappelez-vous qu'il y a 3 niveaux de qualification. Tant qu'ils sont pas mûrs, vous pouvez leur envoyer de l'information. Et en fait, aujourd'hui, il existe des logiciels qui vous permettent de traquer et de scorer le comportement de vos prospects et de qualifier vos bases de données. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, c'est de prévoir un article de 500 mots par mois, par exemple, et une infographie. L'infographie, elle est uniquement téléchargeable via un formulaire. Donc, ça vous permet d'avoir de l'information sur vos prospects. N'oubliez pas que c'est ça qui vous permet de rentrer en contact avec eux. Parce que si vous faites une infographie téléchargeable gratuitement, c'est super, bravo, sauf que ça ne vous rapporte rien. Ensuite, ces articles, ce que vous avez prévu, cette planification, il va falloir la promouvoir, c'est-à-dire la mettre en avant. Donc, vous la mettez en avant, bien évidemment, sur votre base contact, segment par segment. Vous pouvez faire des emailing ciblés, très ciblés, le plus possible. Il faut éviter les emailing génériques parce que ça
Ça n'apporte rien, ça spam, ça agace tout le monde. Donc vraiment du très ciblé. Si vous devez envoyer un emailing à 10 personnes, ça ne me choque pas. C'est au contraire que c'est très bien segmenté et que vous avez très bien travaillé votre argumentaire. Voilà. Donc les articles, ils vont répondre à des attentes de chacun de vos segments. Donc vous faites de la promotion sur vos réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire qu'au préalable, sur LinkedIn, qui est la partie 5, qui est juste là, il y a un petit travail à faire avant. Si vous avez un LinkedIn Premium, c'est d'élaborer des segments, c'est-à-dire que vous faites le de votre segment, votre plan d'action commerciale, et vous créez des listes de diffusion et de promotion. Par exemple, les industries agroalimentaires sur le 44, je sais les identifier avec LinkedIn parce qu'il y a les outils dessus pour identifier des listes. Après, il va falloir aller les inviter. Vous allez inviter ces prospects-là avec des messages personnalisés. LinkedIn, ça sert à ça aussi, rentrer donc en contact en personnalisant votre discours. Éviter l'invitation brute de décoffrage, c'est pas très, c'est pas formidable en termes de prise de contact. En tous les cas, c'est comme si on s'adressait à vous dans la rue en vous tapant sur l'épaule, quoi. C'est pas ce qu'on apprécie le plus en général. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Après, une fois que les personnes ont accepté de rentrer en communication avec vous, quand vous allez faire la promotion de vos contenus sur les réseaux sociaux, ils vont les recevoir, à condition de promouvoir régulièrement. Globalement, LinkedIn va publier vos ressources à hauteur de 10% de votre base LinkedIn. Donc ça veut dire qu'avant que les personnes reçoivent à 100% vos informations, il faut les publier un certain nombre de fois. LinkedIn est suffisamment malin pour pas publier 2 fois la même information à la même personne. Donc c'est pas gênant de republier plusieurs fois la même information. Il y a peu de risques qu'on la reçoive 2 fois. Non. Après, il faut changer aussi les titres. Voilà, c'est important. C'est important de changer les titres. Donc, vous voyez, vous avez une vraie stratégie quelque part de prospection via la conception de contenus qui sont liés à des argumentaires qui sont eux-mêmes liés à une stratégie éditoriale qui correspond à des enjeux. Tout ça est lié, en fait. Tout est imbriqué. Donc, on est véritablement dans une chaîne de valeur. Ça, je pense que vous commencez à bien le comprendre. Donc, l'idée, c'est d'équilibrer tout ce travail-là. Donc, et votre capacité à faire ou pas tout ce travail-là. Souvent, les cas d'échec, c'est quand on se dit « Oh, je peux tout faire en interne ». En finalité, on s'aperçoit que ça prend quand même du temps. Rédiger un article proprement, en mode SEO, donc qui fait du référencement organique, c'est globalement entre 3 et 4 heures de travail entre le moment où je commence à écrire et le moment où je vais publier. C'est globalement plus proche des 4 heures. Roman qui est là en sait quelque chose, n'est-ce pas Roman? Voilà. Oui, je confirme, c'est plus proche des 4 heures effectivement, et pour un article de 500 mots à peu près. Donc voilà, Voilà. au vu en fonction du nombre de mots que vous voulez mettre dans votre article, ça peut même prendre plus longtemps. Voilà. Là, on est sur des articles de 500 mots. 300 mots, c'est bien. Il ne faut pas tomber en dessous de 300 mots parce que ça ne va pas faire son office de prospection derrière en termes de référencement. Donc ça, c'est embêtant. Dixit Google. Ensuite, il faut savoir qu'avec certains outils comme ceux qui sont utilisés aujourd'hui, notamment d'inbound marketing, on a forcément du tracking et du scoring de la lecture des articles qui sont faits et de la promotion sur les réseaux sociaux. Donc, si je suis un prospect et que j'ai lu un article, je vais le savoir et quelque part, comme l'article correspond à un intérêt, à un enjeu, et vous allez voir après que ça va plus loin dans la construction des articles. Là, je vous ai mis un petit bonus pour ceux qui ont encore un petit peu de patience parce que j'ai dépassé mon heure. J'en suis désolé, je suis un peu bavard, mais il y a beaucoup de choses à dire. Profitons-en. En fait, chaque article correspond se voit adossé un intérêt et un nombre de points. Donc, en fait, le nombre de points, c'est l'interaction de vos prospects, de vos clients sur votre site internet et sur vos éléments rédactionnels, que ce soit les articles, les infographies, les livres blancs, les vidéos que vous avez pu faire. Parce que tout ça, c'est de l'information, c'est de l'argumentaire. Donc, et en fonction d'un certain degré de maturité, vous pouvez les recontacter. Vous allez voir, voilà. Donc tout ça est lié et se met en œuvre via une partie logicielle. Vous pouvez le faire à la main aussi, bien évidemment, au début, mais en fait, ça va, je pense, prendre plus de temps que de choisir une solution adéquate sur le marché. Voilà. Alors le petit plus que je voulais vous apporter, la petite cerise sur le gâteau, c'est comment construire du contenu. Vous avez noté tout à l'heure, mais je vais le rappeler. Le contenu, il se construit uniquement par rapport à des enjeux, des objectifs forts de chacun de vos segments. Voilà. Donc vous définissez un certain nombre de thèmes
que vous allez devoir aborder par ordre de priorité dans l'année, en fonction, bien évidemment, de ce que je vous avais montré ici, de l'environnement qui est là. Voilà, d'accord, vous en rappelez. Donc ça, les thèmes, on les priorise en fonction de ça. Ensuite, quand je reviens dans cette petite chaîne de valeurs, les contenus, on va les construire de la même manière qu'un cycle de vente. Imaginez, vous êtes en prospection, vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois. Vous n'allez pas lui faire une déballe de votre catalogue, ça ne sert à rien. C'est de la perte de temps. Ça n'engage que moi encore, je le dis quand même. Hein, voilà. L'idée, dans un premier temps, dans une phase de pédagogie, de découverte du client, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, comment est-ce qu'il est organisé, qui sont ses fournisseurs, qui sont ses clients, est-ce qu'il a plusieurs types de clients. Globalement, on doit savoir à quoi il pense le matin. Hein, quels sont ses enjeux, comment est-ce que moi je vais être capable derrière comment est-ce que je vais être capable d'argumenter avec lui par la suite en fonction de ses intérêts. Donc c'est vraiment ce travail. Et derrière, en fonction de ça, on va être sur de la pédagogie. C'est-à-dire que vous allez faire savoir ce que vous faites en fonction de ça. Donc, il s'agit juste d'apporter de l'information de manière générique sur la capacité que vous avez à couvrir l'ensemble de ses besoins. Donc là, on est vraiment dans de l'article de pédagogie. Voilà, je suis marchand de vélo, je fais du vélo électrique, je fais du VTT, je fais du vélo de course, je fais du vélo de ville. Je sais que ce marchand-là, en tous les cas, il est capable de répondre à l'ensemble des besoins de la famille. Pourquoi pas? Il fait même les charrettes qui vont avec pour mettre les enfants dedans s'il faut. Voilà. Donc, il a des produits corollaires, donc c'est plutôt intéressant. C'est une société qui existe depuis 24 ans, par exemple. Donc, ils ont pignon sur rue, ils ont de l'expérience. Voilà. Donc, je reprends. Donc ça, c'est bien. Donc, on est sur de la pédagogie. Donc, on explique vraiment ce qu'on est capable de faire au début après avoir écouté le client. La suite de l'article, toujours sur le même thème, ça va être de dire, OK, mais pourquoi est-ce qu'on va choisir telle société plutôt qu'une autre? Donc là, il va falloir parler de vous dans votre méthodologie, comment vous faites pour accompagner un client au début, quel est votre processus qualité, pourquoi est-ce que je vais devoir vous choisir vous plutôt qu'un autre? L'article doit aider votre correspondant à prendre une décision. Je veux travailler avec telle société plutôt qu'une autre pour les raisons qui ont été citées là. Voilà. Donc, celui qui va le mieux démontrer ces aspects-là, c'est probablement celui qui va gagner le marché en dehors du prix, j'entends. Hein, d'accord, on parle pas du prix, c'est un autre débat. Et les articles de conclusion, toujours sur le même thème, on va plus être là sur du testimonial, en disant ok, j'ai envie de travailler avec vous, mais vous n'avez pas des cas concrets à m'expliquer comment est-ce que vous avez déjà fait dans mon secteur d'activité. Donc là, vous pouvez demander à certains clients de faire du testimonial, de parler de vous, de leur expérience, de comment ça s'est passé au début, au milieu, et comment ça se passe maintenant. Vous pouvez parler de ROI, la mise en œuvre d'une solution, ça fonctionne en combien de temps? Quels sont les premiers retours à attendre? Quelles sont les étapes incontournables à réaliser pour que ça fonctionne, mais de part et d'autre? C'est-à-dire que fournisseur-client, on a des droits et des obligations des deux côtés. Sinon, ça peut pas fonctionner. Donc ça, c'est l'article de conclusion. Et en fait, les outils qu'on vous propose derrière, quand on fonctionne et que vous pouvez choisir un peu partout sur le marché, c'est les outils qui vont quelque part renvoyer de l'information automatiquement à partir du moment où on a distingué qu'une personne était intéressée par un thème, le vélo, et qu'il était en phase de découverte. Si j'ai lu l'article 1, découverte, il va recevoir l'article 2, évaluation derrière. Donc, vous voyez, il y a une certaine logique. Vous pouvez le faire à la main, envoyer ces éléments à la fin, bien évidemment. Après, j'essaie de vous expliquer qu'il existe des outils qui le font automatiquement sur le marché actuellement. C'est ce qu'on appelle le marketing automation. Voilà, donc, ou autrement l'inbound marketing. Donc ça c'est intéressant. Donc bien évidemment, j'ai parlé des réseaux sociaux tout à l'heure pour sourcer vos contacts. Vous pouvez aussi utiliser le téléphone si vous avez quelqu'un pour le faire chez vous, qui va venir qualifier les bases de données en allant chercher l'email de quelqu'un, sa fonction, etc., etc., etc. Parce que vous ne pouvez fonctionner en argumentation qu'à partir du moment où vous connaissez quelqu'un. Donc, la qualification de la base de données, c'est quelque chose qu'il faut avoir en flux constant. Donc, il faut budgéter ça. Il faut se dire, de toute façon, sur le mois, je vais passer 1 à 2 jours de qualification et le budget, c'est tant. Voilà. Et on s'y tient sur l'année. La qualif, ça peut être intéressant de le faire en août, par exemple, ou en juillet, quand l'activité est un peu moins forte. Allons-y, on qualifie, on a une base de 1000 contacts, on y va, on qualifie les 1000 contacts et c'est parti. C'est cette dynamique qui est intéressante. Et le dernier point,
quand on voit que, attendez, je reviens là, si quelqu'un a lu sur le même thème les 3, 4 articles, voire télécharger des infographies complémentaires, on va voir qu'il peut avoir un score de 20 points. Voilà, parce que chaque article est tagué. Article de découverte, par exemple, c'est 3 points. Évaluation, 4 points. Conclusion, 5 points. Une infographie, c'est 10 points. Donc, quand j'additionne tout ça, si la personne a tout lu, globalement, je pense qu'elle peut être intéressée. Hein, c'est pareil. Ou si elle m'a demandé de vive voix l'ensemble de ces informations-là, j'ai quand même des indicateurs forts sur son intérêt. Il reste à positionner une date de projet derrière, bien évidemment. Ensuite, on en revient derrière à comment est-ce que je passe. Vous pouvez vous servir du télémarketing en interne, c'est-à-dire que vous nommez quelqu'un, vous embauchez en mi-temps, vous externalisez la démarche, hein, bien évidemment. Quelqu'un pour qualifier vos bases de données, pour détecter de nouveaux contacts et pour valider les cycles de décision chez vos prospects. Ça permet aussi de relancer les contacts à fort potentiel issus du marketing digital. Souvenez-vous, si j'ai 20 à 30 points, il faut qu'il y ait une relance derrière. Il ne faut pas attendre 3 mois pour les relancer. C'est-à-dire qu'en 24, 48, 72 heures, on doit les avoir relancés pour dire quelle action j'ai derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis derrière, on revient au plan d'action. C'est au niveau du contrôle. Où est-ce que j'en suis de ces éléments-là? Oui, et on reboucle l'ensemble à chaque fois systématiquement. On revient dans ce cercle-là. C'est-à-dire que j'ai fait la prospection digitale, les réseaux sociaux qui sont ici avec l'animation des réseaux sociaux et du télémarketing m'ont permis de sourcer. Ça m'a permis de contacter aussi. Donc, soit avoir du rendez-vous. Alors, c'est pas facile de dessiner avec un stylet, je viens de le découvrir. Avoir du rendez-vous directement, ou si c'est pas suffisamment mûr, ça repart ici directement, et ainsi de suite. Donc jusqu'au moment où c'est suffisamment mûr. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui est proposé là dans cette proposition de travail en tous les cas. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de transformer des inconnus ou des clients monoproduits en clients complets, multiproduits, et de transformer un inconnu en client, en finalité, voire en promoteur de votre société dans le temps, bien évidemment. Donc, il faut communiquer au bon moment, de manière directe avec votre force de vente, avec les bons arguments. Donc, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les supports commerciaux, des supports commerciaux de bonne qualité, avec les bénéfices, les enjeux clients, de construire une planification de prospection avec le plan d'action commerciale, et vraiment d'avoir une relation personnalisée. Donc, d'éviter tout ce qui est généraliste avec l'envoi de 3000 emailing. Ça n'a pas toujours de l'intérêt, à mon sens. Il y a des cas où celle-là, mais moi, je pense pas. Donc, on est vraiment sur une anticipation des attentes, comme j'ai noté, de vos prospects et clients. On est vraiment sur ce travail-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, j'ai largement débordé sur ce que je voulais faire, peut-être pas tout à fait, mais pas loin. Voilà. Donc, bien évidemment, on pourrait en parler sur l'ensemble de la journée de tout ça, parce que c'est des exercices qui prennent du temps à chaque fois, bien évidemment. Voilà, moi dans le cadre de la CPME, moi je propose des aides actuellement à titre gracieux, ça va de soi, bien évidemment, sur la partie segmentation marketing. Si des fois vous avez besoin d'aide pour préparer cette segmentation-là, je peux vous aider à réfléchir, à se questionner en tous les cas. Je fais pas à votre place, mais en tous les cas, je peux vous aiguiller en tous les cas et vous poser un certain nombre de questions, d'items pour vous y aider. Moi, ce que je vous propose surtout, c'est d'échanger éventuellement sur vos questions, affiner les points que j'aurais abordés peut-être un peu rapidement, j'en suis désolé, mais je voulais vraiment balayer tous ces éléments avec vous. Donc la parole est à vous. La petite boîte de chat, elle est en bas, voilà.